Alors, quand vous voyez le titre de la conférence, vous vous dites peut-être, bon, il a pris deux termes un peu à la mode, il les a mis ensemble et c'est un peu cool. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de ça. Et il faut aussi faire du marketing quand on fait des conférences. Mais la réalité, c'est que ces deux concepts-là, crypto-monnaie et métavers, ils s'entrechoquent, ils se recoupent. Et ce qui se passe à l'intersection des deux, ça pourrait déterminer une grande partie de ce que va être l'avenir d'Internet. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est le cas ce soir. Et puis on pourra en débattre un peu à la fin. Alors, le premier terme, crypto-monnaie, recouvre quelque chose qui est assez complexe. Ça s'appelle crypto-monnaie parce que ça repose sur une branche des mathématiques qui s'appelle la cryptographie et qui s'intéresse à garantir la confidentialité des communications. Donc, pour essayer de comprendre un peu comment ça marche et de quoi il retourne, on va faire une petite activité ensemble assez pratique, ça va nous prendre quelques minutes, mais je pense que c'est important pour bien poser les bases de ce qui est en train de se passer en fait. Donc la cryptographie, ça sert à garantir la confidentialité des communications. Donc imaginez que j'ai envie d'envoyer un message qui se situe derrière cette carte, mais que je ne vous montre pas pour le moment, à un partenaire qui ne se situe pas dans la même salle, qui n'est pas en face à face avec moi, donc on ne peut pas communiquer de manière confidentielle. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit à Paris, ou qui vit à l'étranger, et on a besoin de garantir la confidentialité de nos communications. Donc je pourrais décider de mettre ce message, par exemple, dans une enveloppe, et puis ensuite d'utiliser cette enveloppe pour faire parvenir mon message à mon partenaire. Alors qui veut jouer le rôle de mon partenaire dans ce petit jeu ? Il va me falloir 2-3 volontaires en fait ce soir. N'hésitez pas, il n'y a aucune difficulté. Oui, monsieur, vous êtes le premier. Comment vous vous appelez ? Thomas. Qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir ? Alors, il n'y a aucune difficulté. Alors, on vit dans des endroits différents. Donc, évidemment, je ne peux pas vous transmettre l'enveloppe directement, Thomas. Donc, je vais devoir faire appel à ce qu'on appelle un intermédiaire qui va servir d'entremetteur. Et là, j'ai plusieurs options, évidemment. Je pourrais vous passer un coup de téléphone et vous communiquer le message. Donc là, notre intermédiaire, peut-être que ça serait une entreprise comme Orange. Je pourrais vous envoyer un email en utilisant mon adresse Gmail, et là, notre intermédiaire, ça serait Google. Ou je pourrais utiliser la poste, tout simplement. Mettre le message dans une enveloppe et vous le faire passer par la poste. Qui veut jouer le rôle de la poste ? Bonjour, bonsoir. Donc, vous allez être factrice ce soir. Et moi, je vais rester derrière mon pupitre. Alors, est-ce que vous pouvez venir chercher le message pour le transmettre à Thomas, s'il vous plaît ? Ah oui, bah oui, il faut vraiment le faire. Oui, bah sinon, ça ne serait pas drôle. Alors, on ne se connaît pas du tout, hein, ça n'a pas été préparé. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est pour Thomas. Voilà. Donc, je vous rappelle que ce message est confidentiel, évidemment. Il ne faut absolument pas que ce message soit révélé. Alors, attendez une petite minute avant de lui donner. Merci. Imaginez que la confidentialité de ce message, elle doit être maintenue parce que peut-être que Thomas et moi, nous sommes deux avocats et on travaille sur un cas très important lié à un procès qui concerne une violation des droits de l'homme. Ou peut-être que Thomas et moi, on travaille pour Michelin et qu'à l'intérieur de ce message, il y a le secret de fabrication des pneus Michelin. Donc il faut vraiment, vraiment que personne ne puisse lire ce message à part Thomas et moi. C'est très important. En fait, on pourrait même aller en prison s'il y avait des fuites. Donc là, moi je ne connais pas du tout votre prénom, s'il vous plaît ? Anaëlle. Anaëlle, je ne connais pas du tout Anaëlle. Et du coup, Anaëlle, là, elle a le message entre ses mains. Alors, peut-être qu'Anaëlle est une personne de confiance, parfaitement honnête, ou peut-être pas. Ou peut-être qu'Anaëlle est une personne de confiance parfaitement honnête, mais qu'Anaëlle va se faire braquer son camion sur le chemin de la boîte aux lettres, et que la personne qui va voler le contenu va du coup pouvoir accéder au message. Donc, Anaëlle, imaginons que vous soyez une personne pas très honnête. Vous essayez d'ouvrir le message. Allez-y. Alors, vous pouvez le montrer autour de vous. Essayez de le lire même. Voilà. Donc, en fait, j'avais prévu le coup.
de ce que j'ai vu Annelle, je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Et donc, en fait, j'avais chiffré le message en utilisant une clé. Donc, cette clé, en fait, elle permet de coder le message, puis ensuite, elle permet de décoder le message. Donc, même si l'intermédiaire que j'ai choisi, que ce soit Google, que ce soit Orange, ou que ce soit La Poste, ou FedEx, ou n'importe quel autre, ou bien n'est pas honnête, ou bien est surveillé par quelqu'un d'autre, eh ben, le message ne peut pas être lu. Donc, allez-y, merci, vous pouvez aller jusqu'au bout maintenant et donner le message à Thomas. Voilà, super, merci beaucoup. Alors, Thomas, maintenant, a reçu mon message. Mais là, on a un autre problème, c'est que Thomas ne peut pas lire le message. Enfin, en tout cas, il ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que Thomas ne connaît pas encore la clé qui permet de le déchiffrer. Et donc, il faut que je trouve une manière de communiquer cette clé à Thomas. Alors là encore, vous allez voir, c'est un peu le même problème. On habite loin l'un de l'autre, on ne peut pas se transmettre la clé en face à face. Du coup, je vais avoir besoin d'un intermédiaire. Donc je pourrais me dire, finalement, pourquoi pas donner la clé à Anaël et utiliser encore une fois La Poste. Mais vous vous dites sûrement que ce n'est pas une très bonne idée, puisque ça voudrait dire qu'à un moment donné, le même intermédiaire a eu à la fois le message et la clé pour le déchiffrer entre ses mains. Et que donc, on pourrait mettre les deux ensemble, décoder le message, et du coup, on n'a pas de confidentialité. Alors peut-être que je pourrais utiliser un autre intermédiaire, du coup. Qui veut jouer le rôle de mon autre intermédiaire? Oui? Alors, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Donc, mettons, vous travaillez chez Orange et vous garantissez les communications téléphoniques. Et du coup, vous pouvez apporter ce message à Thomas, là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Et là, Thomas pourrait potentiellement décoder le message, puisqu'il a le message et il a la clé. Et on peut se dire, finalement, c'est assez sécurisé. On part du principe ici que Orange et La Poste ne sont pas de mèche. N'ont pas une forme de collusion entre elles où ils s'échangent des informations pour essayer de déchiffrer des communications. On part aussi du principe que, par exemple, Orange et La Poste n'ont pas leurs données informatiques qui sont hébergées toutes deux chez une même entreprise commune, par exemple Amazon, par exemple, qui pourrait être surveillée par un gouvernement ou par une entreprise ou qui pourrait être piratée. Et auquel cas, les deux informations pourraient être remises bout à bout pour déchiffrer le message, alors même que personne n'a été fondamentalement malhonnête, ni à La Poste, ni chez Orange. Donc vous voyez bien que ce système de cryptographie que je viens de vous décrire ici, c'est mieux que rien, mais c'est loin d'être parfait. Et c'est un système de cryptographie qui a été utilisé pendant des siècles et des siècles, qu'on appelle un système de cryptographie symétrique, puisqu'on utilise la même clé, Thomas et moi, pour chiffrer et déchiffrer les messages. Et c'est un système qui a été utilisé pendant très longtemps par des généraux sur des champs de bataille pour communiquer la position des troupes sans que l'ennemi puisse intercepter les informations. On utilisait à l'époque des pigeons voyageurs, etc., etc. Mais ce système est vraiment imparfait. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, il y a un certain nombre de chercheurs en informatique, des hobbyistes en fait pour la plupart, des hackers, qui ont développé un nouveau système de cryptographie et qui fonctionne assez différemment du système qu'on vient de découvrir ensemble. Alors, on va l'explorer ensemble. Ce système, il est basé sur, au lieu d'utiliser une clé commune pour encoder et pour décoder les messages, il repose sur deux clés différentes. Thomas va avoir sa propre clé, je vais avoir ma propre clé. Et ces clés-là, en fait, elles sont composées de deux parties. Une partie qui va être publique et une partie qui va être privée. Alors imaginez que la clé, elle fonctionne en deux parties comme ça. Le petit cadenas, ça représente la partie publique. Okay, et la petite clé, ça représente la partie privée. Et la petite clé, elle ouvre le cadenas. Okay, la partie publique, le cadenas, elle s'appelle clé publique parce qu'en fait, on peut la diffuser en public. La partie privée, par contre, il faut toujours la garder pour soi. La partie publique, on peut en faire des copies. On peut avoir plusieurs fois le même cadenas et puis on peut le donner à ses copains, on peut le donner à ses contacts de manière sécurisée. Donc imaginons que Thomas, ici, a créé de son côté, en utilisant les mathématiques, une paire de clés avec une partie privée, une partie publique.
Voilà, c'est à vous. Ok. Moi, je récupère tout ça. Voilà. Et puis, on va refaire un peu la même expérience, mais cette fois-ci, on va utiliser ce nouveau système de cryptographie qui a été développé dans les années 70. Puis, on va voir comment ça marche. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser cette clé-là pour chiffrer mon message, mais je vais d'abord demander à Thomas de m'envoyer une copie de la partie publique de sa clé. Donc, je vais demander à Thomas en fait, de m'envoyer un des petits cadenas. Vous pouvez, Thomas, choisir n'importe quel intermédiaire. Je vous laisse, vous pouvez faire passer le cadenas à travers la salle, de main en main jusqu'à moi. Ou vous pouvez trouver un volontaire qui se déplacera jusqu'ici. Là, il va falloir faire un peu d'auto-organisation. Ah, super, merci beaucoup. Donc là, vous voyez que le cadenas est passé entre plusieurs intermédiaires. Mais ces intermédiaires-là, on ne les connaît pas. Merci, monsieur. Et on n'a pas besoin de leur faire confiance, puisque en fait, il n'y a aucun contenu informationnel là-dedans. C'est juste un bout de cadenas, il n'y a aucun message. Okay ? Et en fait, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais prendre mon message, et au lieu de le chiffrer avec une clé commune, je vais le chiffrer avec la partie publique de la clé de Thomas que je viens de recevoir. Je le mets dans l'enveloppe. Et en fait, je vais chiffrer le message avec cette clé-là. Okay ? Donc, je vais fermer l'enveloppe. Voilà. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Ça y est, l'enveloppe est fermée. Maintenant qu'elle est fermée, cette enveloppe, moi-même, je ne peux plus l'ouvrir. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la clé qui permet de l'ouvrir. La seule personne sur Terre qui a jamais eu la clé qui permet d'ouvrir cette enveloppe-là, c'est Thomas. Donc là, je peux utiliser un intermédiaire. Par exemple, au hasard, Norbert, si tu veux bien nous servir d'intermédiaire, pas de confiance du tout. On sait de manière notable que Norbert est corrompu, mais ce n'est pas grave. Norbert ne peut absolument rien faire avec ce message, puisque l'enveloppe est fermée avec le cadenas. Donc, si tu peux, s'il te plaît, l'apporter à Thomas. On pourrait imaginer plusieurs intermédiaires qui feraient circuler ce message. Ça ne change strictement rien. Maintenant, Thomas reçoit le message, et lui, il est en capacité de l'ouvrir, parce qu'il a sa clé, la partie privée de sa clé, merci Norbert, qui n'a jamais quitté sa poche. Personne d'autre ne l'a jamais eu entre ses mains. Et donc là, il peut ouvrir le message, et il peut voir ce que contient le message. Et peut-être que vous pouvez le lire, à notre public. Le message, c'est Bitcoin. Donc c'est le message, mais cette fois-ci, il a été décodé. Et effectivement, si on compare les deux situations qu'on vient d'observer, dans la deuxième situation, il n'y a eu aucun moment où les intermédiaires ont eu à la fois entre leurs mains le message et la clé qui permet de le déchiffrer. Et ça a des conséquences fondamentales, puisque ça veut dire qu'une technologie qui repose sur cette cryptographie, cette fois-ci asymétrique, avec une partie privée et une partie publique, permet de sécuriser des échanges de pair à pair. De pair à pair, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire confiance à aucun intermédiaire pour pouvoir échanger, puisque la technologie permet de sécuriser ces échanges. Et par échange, ici, on peut entendre deux choses différentes. On peut échanger de l'information, mais on peut aussi échanger de la valeur. Et là, en l'occurrence, on vient d'échanger des bitcoins, et c'est à la fois de l'information et c'est à la fois de la valeur. Alors ça, c'est pas nouveau en fait. Si vous regardez ces tablettes, elles datent d'environ 6000 ans, on les a trouvées en Mésopotamie. C'est un exemple les plus anciens d'écriture. Et quand on regarde les exemples très anciens sur les apparitions de l'écriture, on se rend compte d'un truc qui est incroyable. C'est que l'écriture, elle n'a pas été inventée par des poètes, elle n'a pas été inventée par des religieux qui voulaient raconter un récit, elle a été inventée par des comptables. Et sur les traces les plus anciennes qu'on retrouve d'écriture, à chaque fois, on comprend que c'est des comptables qui comptent des têtes de bétail pour faciliter des échanges entre des familles, entre des villages, entre des marchands. Donc il y a toujours eu ce lien historique entre échanger de la valeur et échanger de l'information. Cette partie-là n'est pas nouvelle. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'avant, il y avait toujours un intermédiaire de confiance pour pouvoir faire des échanges de valeur. Regardez des exemples avec lesquels vous êtes très très familiers. Premier, c'est des espèces, des billets de banque. Vous vous dites, il suffit que j'aille voir un de mes pères et que je lui donne du cash,
Ça représente un échange de valeurs de pair à pair. En fait, non. Si vous regardez attentivement un billet de banque, quel que soit le pays qui l'a émis, vous verrez qu'il y a une mention d'une banque centrale, et là, en l'occurrence, il y a même la signature de Mario Draghi, qui était président de la Banque centrale européenne au moment où ce billet a été imprimé, qui en fait représente un intermédiaire. Pourquoi ? Parce qu'un billet de banque, c'est un titre de dette auprès de la Banque centrale. Donc quand vous donnez à quelqu'un un billet de banque, ce n'est pas entre vous et la personne, ce n'est pas de pair à pair, c'est en fait entre vous et la Banque centrale, puis ensuite entre la Banque centrale et la personne. Intuitivement, on comprend beaucoup mieux la présence d'intermédiaires quand on fait des paiements dématérialisés dans le monde digital, où à chaque fois qu'on achète quelque chose sur Internet, en fait, on a bien conscience que ça transite par une banque, la nôtre, puis que ça finit dans la banque d'un marchand à qui on a acheté quelque chose, et qu'entre les deux, il y a ou bien une carte de crédit, Visa, Mastercard, peut-être il y a PayPal, il y a Venmo, il y a Western Union, tout ça, ce sont des intermédiaires de confiance. Donc tous ces échanges de valeurs sont intermédiaires, et il y a toujours des intermédiaires de confiance. Maintenant, on peut faire sans. On vient d'en faire la démonstration, et ça, c'est la grande nouveauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant qu'on a cette technologie, en fait, on n'a plus forcément besoin de ces intermédiaires de confiance. Ça veut dire que, par exemple, imaginez qu'on peut bloquer des échanges de valeurs entre deux pays en bloquant les paiements chez Western Union. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Alors, essayons d'abstraire un peu cette conversation et de regarder plus généralement quels sont les intermédiaires dans le monde digital d'aujourd'hui. Vous les connaissez ? On a un acronyme bien pratique en français pour les décrire, les GAFAM. Ce sont les plus grands, ils sont essentiels, ils sont dans ma vie, ils sont dans vos vies, plusieurs fois par jour, dans plein de domaines différents. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Que font ces intermédiaires du monde digital ? Ils sont designers d'espaces virtuels qui nous permettent à nous de communiquer et aussi d'échanger de la valeur. C'est ça qu'ils ont tous en commun. Et ces intermédiaires du monde digital, ils se sont dit, il y a quelques années, et plus récemment on entend beaucoup plus parler, et si on reliait entre tous ces espaces virtuels ? Si on arrivait à créer des ponts entre tous les espaces virtuels qu'on a designés ? Ben ça, c'est l'idée fondamentale qu'on appelle le métavers. L'idée de relier entre eux ces espaces virtuels. Le fait de les relier, en fait, ce n'est pas tellement la question essentielle. La question essentielle, c'est comment on va les relier. Alors, il y a deux extrêmes possibles, que je vais essayer de vous décrire rapidement, et qui forment deux visions différentes pour le métavers, et donc qui forment deux visions différentes pour le futur d'Internet. La première vision, c'est ça. On relie différents espaces virtuels, différents nœuds dans un réseau virtuel, en créant un espèce de super nœud qui a une autorité hiérarchique et qui contrôle les autres. Donc, par exemple, les nœuds que vous voyez dans la ligne en bas, ça pourrait être facebook.com, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, et le dernier c'est Oculus. Et le super nœud qui contrôle tout ça, c'est une holding qui s'appelle Meta. Ça, c'est une première possibilité pour connecter les différents espaces virtuels. Une deuxième possibilité, toujours en prenant le même nombre de nœuds, 7 nœuds, c'est de les connecter de cette manière-là. Là, c'est assez différent parce que chaque nœud est connecté à tous les autres. Donc, chacun de ces nœuds-là a strictement la même position dans le réseau que chacun des autres nœuds. Il n'y en a pas un qui a plus d'autorité que les autres. Et ça change fondamentalement comment ça structure Internet. Dans le premier cas, on a un contrôle centralisé, et on pourrait imaginer de créer une monnaie digitale qui relierait ces différents nœuds du réseau, à chaque fois en passant par le nœud centralisé qui est au-dessus. Et là, la monnaie digitale, en fait, elle servirait à collecter des données sur les transactions que font les gens, les utilisateurs. Et deuxièmement, elle servirait au nœud supérieur
pour prélever de la valeur sur chacune de ces transactions, sous forme de commission. C'est à peu près le plan de Facebook, qui maintenant s'appelle Meta, et qui essaye depuis à peu près 4 ans maintenant de lancer une monnaie digitale. Alors elle a changé de nom plusieurs fois, maintenant elle s'appelle Diem. Elle n'a toujours pas été lancée, mais c'est le projet. Par la deuxième option, l'extrême opposé, on a un contrôle qui, là, pour le coup, est complètement décentralisé. Et pour faire des échanges d'informations et de valeurs, on utilise une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, souvenez-vous, elle permet d'échanger de l'information et d'échanger de la valeur de pair à pair, sans avoir besoin d'intermédiaires de confiance. Donc là, chaque nœud du réseau peut parler avec n'importe quel autre nœud du réseau de pair à pair, sans intermédiaire. Alors évidemment, avec cette situation-là, on a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de boss. Qui c'est qui prend les décisions? Dans le premier cas de figure, en cas de conflit entre plusieurs nœuds, c'est Meta qui décide. Dans la situation numéro 2, qui c'est qui décide? Pour résoudre ce problème, on attache du pouvoir à la crypto-monnaie. Et on imagine qu'une unité de crypto-monnaie, c'est aussi un droit de vote. Et que plus on contribue au réseau, plus alors on va avoir le droit de donner son avis. Et que donc les détenteurs de crypto-monnaie dans cette option numéro 2 sont aussi des gens qui peuvent, en tant qu'utilisateurs, donner leur avis et décider de l'évolution du réseau. Les organisations qui se structurent peu ou prou de cette manière-là, ça existe depuis quelques années déjà, et en général, on les appelle des organisations autonomes décentralisées. Alors il y a un acronyme qui est assez courant en anglais, Decentralized Autonomous Organizations, DAO. Si vous n'avez pas encore vu cet acronyme dans la presse, je vous garantis que ça ne va pas tarder et que vous allez le voir de plus en plus dans les prochaines années. Alors je vais vous donner un exemple qui n'est pas aussi extrême que celui que j'ai décrit dans la situation 2, mais qui s'en rapproche. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Axie Infinity, qui a été développé de manière indépendante et qui, en fait, donne des droits de vote aux utilisateurs, aux gens qui jouent, pour décider de l'évolution du jeu vidéo. Donc c'est un jeu qui est un peu bébête, dans lequel vous avez 3 créatures, des Axies, qui se battent contre d'autres, et vous pouvez, au cours de ces batailles, en fait, acquérir de la crypto-monnaie, qui fait partie de l'écosystème du jeu. Ensuite, vous pouvez revendre vos créatures de manière libre, en dehors de cet écosystème-là, et vous pouvez échanger, du coup, la crypto-monnaie pour des euros, des dollars, n'importe quelle autre monnaie. Vous pouvez aussi élever des créatures au cours du temps, et plus vous donnez de temps au jeu, plus vous contribuez à la valeur de cet écosystème-là, et bien plus vos créatures vont prendre de la valeur. Vous pouvez évidemment à chaque fois revendre ces créatures. Et donc on a là un modèle dans l'industrie du jeu vidéo qui est radicalement différent. Alors pas forcément en termes de graphisme, il n'y a rien d'époustouflant là, mais ce n'est pas l'objet. On a un modèle dans lequel, traditionnellement dans l'industrie du jeu vidéo en tant que joueur, vous payez pour avoir le droit de jouer, vous n'avez aucun pouvoir de décision, à un modèle où là, jouer vous donne le droit d'être payé et vous donne aussi des droits de décision. Donc c'est un business model qui est complètement retourné et qui se rapproche de ce modèle d'organisation autonome décentralisée. C'est le genre de modèle qu'on retrouve aujourd'hui dans des écosystèmes dans le jeu vidéo, dans la monnaie digitale, dans l'art digital et dans plein d'autres domaines. D'ailleurs, la capacité de, en tant que joueur, être rémunéré est quelque chose qui est mis en avant par les promoteurs de ce jeu. Donc, pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, l'idée de connecter ensemble différents univers virtuels, ce n'est pas nouveau. Et ce qui va compter dans les prochaines années, c'est la manière dont on construit ces connexions-là. Le terme métavers, il existe depuis des années. Ce n'est pas Facebook qui l'a inventé. Facebook a plutôt essayé de faire une OPA sur ce terme-là pour se l'approprier, pour donner l'illusion que Facebook avait inventé le métavers alors qu'ils n'ont rien inventé du tout. Ils ont juste fait
une opération de rebranding qui est parfaitement bien menée, qui a très bien marché, mais qui ne repose pas sur une innovation récente. Mais qu'en fait, le modèle que Meta essaye de mettre en place n'est pas le seul modèle qui existe. Le modèle de Meta, donc Meta, ça veut dire au-delà, en grec, ça évoque une transcendance, ça évoque le fait qu'il y ait un nœud du réseau qui est supérieur à tous les autres. C'est un modèle qui va avoir un concurrent en face, et que moi j'aime bien appeler avec un terme différent, le paravers. Para en grec, ça veut dire à côté d'eux. C'est un modèle où les différents nœuds d'un réseau sont juxtaposés, au lieu d'être organisés de manière hiérarchique. Et je crois que ce qu'on va voir dans les prochaines années, c'est une concurrence, non pas juste entre différentes entreprises, différentes plateformes, mais entre deux modèles radicalement différents d'organisation de l'Internet. On est très bon niveau timing, on va avoir le temps de débattre. Alors, ce que je voudrais faire avant de lancer la série de questions-réponses, de discussions, c'est faire un tout petit sondage rapide dans la salle pour voir qui a déjà réalisé une transaction en crypto-monnaie. Levez la main. Donc, ouais, on dirait à peu près la moitié. D'accord ? Alors, ce que je propose à ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est de le faire maintenant, pendant qu'on fait notre petite discussion. Donc, je vais vous expliquer très rapidement comment on peut faire ça. Puis ensuite, on va lancer la discussion. Donc, si vous avez un téléphone, je suppose que vous en avez un, ou un ordinateur, mais non plutôt un téléphone, utilisez votre téléphone pour regarder si vous pouvez trouver cette application-là qui s'appelle Coinomi, qui est un logiciel libre qui prend très peu de place, que vous pouvez télécharger à la fois sur un iPhone ou sur un téléphone Android. Et si vous êtes sur le Wi-Fi de l'université et qu'on vous bloque parce que c'est un rapport avec les crypto-monnaies et que ce n'est pas bien, vous pouvez le faire sur le réseau mobile. Je vous promets que ça sera quelques mégas, ça ne va pas vous ruiner votre forfait. Et ensuite, vous allez voir, c'est assez intuitif de créer un compte dans une crypto-monnaie, de créer ce qu'on appelle un portefeuille digital. Vous allez arriver sur un écran comme ça. Et là, vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Vous risquez de vous retrouver devant un écran qui vous propose différents modes de sécurité. À ce stade, je vous propose de mettre un mode très basique. Vous n'avez pas besoin de créer de mot de passe ni rien. Vous pouvez éventuellement choisir d'authentifier ça avec votre empreinte digitale, ou même rien du tout. Hein, c'est juste pour essayer. Ensuite, on va vous proposer, avec le bouton plus qui est en bas à droite, de choisir dans quelle crypto-monnaie vous souhaitez ouvrir un portefeuille. Et je vous propose de choisir dans une longue liste déroulante que vous allez voir Litecoin. Alors, je ne vous propose pas de faire Bitcoin parce que j'aimerais bien qu'on réalise des transactions en direct. Et les transactions Bitcoin, elles prennent à peu près 10 minutes en moyenne. Alors que les transactions Litecoin, elles prennent à peu près 1 minute en moyenne. Donc on aura juste beaucoup plus de temps pour le faire. Et puis pendant la séance de questions-réponses, je vais passer. Et puis si vous avez téléchargé l'application, vous n'avez jamais fait de transaction, je vous enverrai une petite somme en Litecoin. Alors ça ne va pas payer le foie gras pour Noël, hein, je vous rassure. Mais ça vous permettra de voir, en fait, en tant qu'utilisateur, à quoi ressemble une blockchain et comment ça se passe, une transaction. Mais je vous enverrai suffisamment pour que vous puissiez ensuite en faire une vous-même avec un de vos voisins ou une de vos voisines. Et comme ça, on pourra faire passer de la crypto-monnaie à travers la salle pendant qu'on fait notre petite séance. Et vous verrez que quand vous aurez créé un portefeuille Litecoin, ça ressemblera à ça. Vous verrez que l'adresse, c'est la partie publique de votre clé. C'est l'équivalent du petit cadenas que Thomas m'a donné un peu plus tôt ce soir. Et que cette partie publique est suffisante pour pouvoir communiquer, c'est-à-dire pour échanger de la valeur ou de l'information.
et que vous aurez 3 options. Vous pourrez voir votre solde, vous pourrez recevoir. Donc moi, je scannerai le code barre en passant dans les rangs. Vous pourrez ensuite envoyer, en scannant le code barre, le QR code de votre voisin, si vous voulez aussi essayer d'envoyer du Litecoin autour de vous. Voilà, ben on peut, pendant qu'on fait ça, on peut faire des questions, des réponses, des discussions. Allez-y, on a une vingtaine de minutes. Oui, qui vont être minimes. Mais oui, et vous verrez exactement combien. Ça va être par rapport au montant qu'on met? Non. Ça ne va pas être au montant par rapport au montant qu'on met, c'est un coût qui est lié en fait au nombre d'octets qu'on va s'échanger qui en fait ne dépend pas du tout du montant. Ouais. Vous êtes prêts? Vous avez le... Ah bah voilà. Donc pendant que les autres réfléchissent, j'arrive. Alors hop. Vous voyez, je scanne. Voilà, donc là, ça a copié-collé en fait la partie publique de votre clé. Je vais vous envoyer 10 centimes d'euros. Alors par contre, après, vous faites circuler et vous ne gardez pas tout pour vous. Hein. Qu'on soit bien d'accord. C'est ça le deal. C'est quoi le minimum qu'on peut envoyer du coup grâce à l'application? Alors je suis plus sûr. Vous allez voir, vous allez essayer, vous verrez jusqu'à combien vous pouvez baisser. Alors on a un petit problème de connexion de réseau ici. Alors on continue, est-ce qu'il y a des questions pendant que je fais ça? Oui? Voilà, moi ça fait depuis 2015 que j'utilise Bitcoin et les crypto-monnaies. Et justement, plus on avance dans le temps et plus j'ai l'impression qu'on se détourne un petit peu des principes fondamentaux du Bitcoin. Et initialement, voilà, c'était basé sur la décentralisation, sur beaucoup de valeurs initiées par Satoshi Nakamoto. Et justement, dans un monde comme le digital où ça évolue très rapidement, je me demande si actuellement Bitcoin n'est pas en train de devenir obsolète par rapport à certaines autres crypto-monnaies. Et je voulais avoir un petit peu votre avis sur la question, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour Bitcoin? Alors ça c'est un peu la question à 1 trillion de dollars, littéralement. Et c'est vrai que comme c'est une communauté décentralisée qui repose sur du logiciel libre, en fait, il y a des factions qui font évoluer dans différentes directions, qui peuvent être imprévisibles, le projet. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concurrence dans ce secteur-là. Il y a eu des milliers et des milliers de crypto-monnaies qui ont été créées pour concurrencer Bitcoin sur certains aspects. Alors pour l'instant, Bitcoin a toujours conservé sa dominance depuis sa création en 2009. Mais de plus en plus, on se dit que les lenteurs dans l'évolution du projet font que certains concurrents qui sont plus proches du modèle numéro 2, mais pas aussi extrémistes que Bitcoin, donc qui ont un tout petit peu plus de concentration au niveau du pouvoir et de la capacité à prendre des décisions, pourraient très bien être capables d'innover beaucoup plus vite et au final de dépasser Bitcoin. Et c'est un peu ça l'enjeu en ce moment. Donc je n'ai pas vraiment la réponse à votre question. Je crois que le projet Bitcoin, il est toujours d'actualité. Il évolue plus lentement que les autres, mais c'est assumé. Il y a beaucoup de développeurs de Bitcoin qui ont abandonné, qui ont quitté le navire au cours des années en disant Bitcoin c'est fini, le projet est mort, et puis en fait c'est toujours là. Donc c'est difficile de prédire là où ça va aller, mais je crois que les lenteurs de Bitcoin, en fait, elles sont dans une grande majorité des cas, elles sont volontaires. Ce n'est pas un problème de la communauté, je pense que c'est un choix. Et c'est vrai que ça les expose à de la concurrence. Ouais. Parce que du coup, enfin, pour moi, Bitcoin actuellement, c'est stimulé par une spéculation qui est un petit peu à l'aveuglette et boosté par des projets utopistes, en fait, comme on voit par exemple au Salvador, où on essaye d'adopter ces crypto-monnaies. Ça booste le marché finalement, mais est-ce que c'est des projets viables en fait à l'échelle d'un pays d'utiliser une crypto-monnaie comme le Bitcoin pour faire des échanges, sachant qu'on est sur des échanges qui durent plus de 10 minutes facilement? Et le principe d'anonymat, le principe de décentralisation, on peut le remettre en cause
il y a un tweet, par exemple, d'un certain Elon Musk qui fait bouger les cours à plus de 20-30%, je me dis que finalement, la décentralisation, elle est un petit peu perdue, en fait, au sein de Bitcoin. Ouais. Alors c'est vrai que là, on est en période d'expérimentation, donc avec le Bitcoin qui a été adopté comme monnaie légale dans un pays pour la première fois, au Salvador, avec un président un peu fantasque qui commente l'évolution du cours du Bitcoin sur Twitter. C'est assez intéressant à suivre. Qui compte créer une mine de Bitcoin en utilisant l'énergie d'un volcan au Salvador pour créer une nouvelle ville à partir de rien qui va s'appeler Bitcoin City, dans lequel il n'y aura pas d'impôts. Donc on est là dans un projet vraiment utopique qui pourrait s'effondrer complètement. Mais je crois que le Salvador, en tout cas son président, a fait le choix de se lancer dans une expérimentation. Et c'est très difficile de savoir dans quelle direction ça va bouger. Il y a beaucoup d'experts qui pensent à l'heure actuelle qu'en 2022, il pourrait y avoir 2, 3, 4 autres pays qui suivraient une voie un peu similaire en rendant le Bitcoin monnaie légale. Il est probable que ces pays se situent dans la même région du monde. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Ensuite, sur la question de Elon Musk ou d'autres influenceurs qui peuvent faire bouger les prix, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément contradictoire avec cette idée de décentralisation. On peut avoir un écosystème décentralisé et en même temps avoir des gens qui ont beaucoup d'influence, même s'ils ne font pas partie de l'écosystème, à partir du moment où ils sont suivis par beaucoup de gens qui en font partie. Et Elon Musk, il peut influencer pas juste les cours du Bitcoin, mais aussi les cours de Tesla et les cours de beaucoup de choses en fait dans le monde par son influence. Je crois qu'il y a des gens très sérieux dans l'écosystème qui ne vont pas faire attention à ce genre d'intervention, qui considèrent que c'est du bruit de fond. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui rentrent dans cet écosystème-là pour spéculer uniquement. Et ça peut vraiment détériorer l'avancée du projet et puis en même temps nuire à ses réputations. Et ça, c'est très très difficile à contrôler. D'une part parce que l'écosystème est décentralisé et que du coup, personne ne peut prendre des mesures pour empêcher ça d'arriver. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu le paradoxe des écosystèmes décentralisés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens à l'extérieur qui essayent de devenir des influenceurs, de devenir importants, et on ne peut pas directement les en empêcher puisqu'il n'y a pas d'autorité dans ces écosystèmes-là. Donc je crois que vous avez raison, vous avez pointé du doigt deux gros paradoxes. Ça sera super intéressant de voir comment ça évolue en 2022, notamment l'expérimentation au Salvador. Est-ce que vous avez téléchargé Coinomi? Vous aviez déjà? Moi, j'utilise surtout Coinbase. D'accord. Est-ce que c'est arrivé le transfert là-bas? Ça a dû, hein? Ah si, c'est arrivé hein, de mon côté. Ouais, c'est bon. Bah ouais, vous pouvez enfiler maintenant autour de vous. Vous devez avoir un solde et vous pouvez commencer à... Ah, vous avez déjà fait passer au suivant? Bah, super, merci. Ok, ça se diffuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Ouais. Par rapport au métaverse et au paraverse, est-ce qu'il y a une distinction qui peut être faite entre le proof of work ou le proof of stake? Alors c'est une question qui risque d'être... moi, je veux bien en discuter, mais c'est une question qui va être très technique, je pense, pour ce soir. Il y a effectivement plusieurs méthodes pour créer du consensus dans un système décentralisé. Il y en a qui sont un peu plus sécurisés que d'autres. Il y en a qui sont un peu plus énergivores que d'autres. Et c'est vrai qu'au sein de ce nouveau modèle décentralisé qui émerge, il y a aussi de la concurrence entre différentes technologies pour permettre cette coordination de manière décentralisée. Bitcoin a choisi un modèle, d'autres écosystèmes en ont choisi un autre. Et la grosse question aujourd'hui par rapport à la technologie originale, c'est le coût énergétique pour la planète, qui pose beaucoup de questions et qui fait que une autre technologie que vous avez mentionnée, Proof of Stake, est aujourd'hui privilégiée par des nouveaux entrants dans cet espace, parce qu'ils se rendent compte que s'il y avait une adoption massive de ces technologies-là, avec des milliards d'individus qui les utilisaient tous les jours, le coût en énergie serait en fait phénoménal et le système ne pourrait pas fonctionner. Donc effectivement, il y a aussi l'innovation technologique pour prendre en compte le trade-off entre la sécurité et le coût en énergie. D'autres questions? Commentaires?
cette connexion. Tu dis, on va connecter Facebook avec Instagram, Messenger, WhatsApp. D'accord, mais du point de vue de l'utilisateur, alors que Facebook, ça lui donne encore plus de données, et de l'interférence entre les données, donc de l'intelligence, d'accord, mais nous, en tant qu'utilisateurs du web en général et de ces applications, quel est notre intérêt là-dedans? Et puis, mon deuxième point, c'est par rapport au jeu que tu présentes là. Donc, j'ai bien compris que avant, enfin, dans le système que je connais, je paye pour jouer, et là, on me paye pour que je joue. Mais quel est le modèle économique? Parce qu'à un moment donné, quel est l'intérêt de ce jeu vidéo, de faire ça? Et puis, il faut bien qu'il y ait une recette à un moment donné pour que l'argent soit redistribué à ces joueurs pour qu'ils puissent jouer. Donc, on voit bien le renversement, mais quel est comment ça marche? Ouais. Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais. Peut-être un peu trop général. Non, très bien. Alors, pendant que je réponds, s'il y a des gens qui veulent essayer le Coinomi, en fait, moi signe et je passe tout en discutant. Ouais. Là-haut, ok. Alors, sur l'aspect, le métavers, je pense que quel est l'intérêt? Oui. Je pense que une manière d'envisager ce qui est en train de se passer, c'est pas tellement de considérer le métavers comme un lieu, mais plutôt comme un moment dans le temps. Un moment de transition dans lequel il y a un point dans nos vies où on bascule dans une période où on va passer la plupart de notre temps dans un univers digital plutôt que dans un univers physique. Et pour des gens qui, imaginez, font leurs courses en ligne, télétravaillent, discutent avec leurs amis sur des réseaux sociaux principalement, et puis quand ils ont fini de travailler le soir, jouent à des jeux vidéo, on est presque déjà arrivé à ce point-là où la majorité de nos existences est digitale plutôt qu'être physique. Et donc à partir de là, le métavers, ça marque ce point de basculement. Et je crois que l'idée, en tout cas de Meta, c'est pas forcément l'idée des autres, c'est de dire que si on arrive à connecter tous ces différents espaces, on arrivera à créer un tout qui sera plus cohérent et qui permettra et qui incitera les gens à passer encore plus de temps dans un univers digital dans lequel, là, pour le coup, on peut tout contrôler. Quand on est une entreprise, on peut en contrôler tous les aspects. Et donc là, il y a potentiellement une capture d'un consommateur à qui on va pouvoir ensuite proposer des produits qui vont être entièrement virtuels, digitaux, des biens digitaux, des vêtements digitaux, des paires de baskets à édition limitée digitale, des armes pour leurs personnages de jeux vidéo qui seront meilleurs que les armes qu'ils avaient avant. Et tout ça, en fait, on peut les faire payer, on peut le vendre. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et pour optimiser ces ventes-là, il faut collecter des données sur les gens, il faut connecter des données sur leurs habitudes de consommation. Et je crois qu'en reliant tous ces espaces virtuels, c'est ça qu'ils cherchent à faire. Ouais, c'est un espace marchand qui ne s'arrête jamais. C'était vous. C'est ça. Alors ensuite, sur le modèle... merci. Sur le modèle de Axie Infinity et d'autres jeux similaires. C'est bon. Je vais faire le tour. Je crois qu'il y a ce qui se passe, c'est que on a des gens qui passent, énormément de gens dans ces jeux-là, et ce qu'ils ont besoin de faire pour rentrer dans le jeu, en fait, c'est de mettre en dépôt une somme d'argent. Donc Bertrand, tu te demandais comment c'était financé, comment ils arrivaient à créer de la valeur. Pour pouvoir jouer, accéder au jeu, il faut mettre en dépôt une somme d'argent, et qui va rester en dépôt pendant une durée assez longue. La durée, le montant qu'on doit mettre en dépôt, en fait, nous donne le droit de jouer, et ce montant-là, il évolue en fonction du nombre de joueurs. Donc au début, c'était à peu près 50 €. À l'heure actuelle, on est plutôt autour de 500. Et donc en fait, cet argent qui est mis en dépôt sous forme de crypto-monnaie, il génère des intérêts, et il crée en fait une espèce de base de valeur qui est ensuite utilisée par l'écosystème pour réaliser des investissements, etc., etc. Et donc en fait, c'est ça la plateforme de financement de base. Et quand un joueur en fait veut quitter la communauté, il peut récupérer sa mise, mais il y a une période de lock-up durant laquelle, parfois c'est 28 jours, parfois c'est 14 jours, durant laquelle les fonds sont bloqués et ensuite on peut les sortir.
Et donc, c'est par ce dépôt de fonds qu'on acquiert des droits de vote aussi. Et l'idée, c'est de dire, si vous voulez contribuer à la prise de décision, il faut que vous nous montriez que vous soyez, vous aussi, impliqué dans le jeu. Et donc, il faut que vous ayez des billes dans ce monde virtuel. Et montrez-nous que vous avez des billes, et là, on vous donnera un droit de décision sur l'évolution de la plateforme. Donc, c'est ça le modèle. Il est encore balbutiant, il y a plein d'expérimentations qui sont faites. Axie Infinity, c'est la plateforme de jeux vidéo qui a le mieux réussi jusqu'à présent. Je crois qu'elle vaut à peu près, quand on regarde la valeur de leur crypto-monnaie, ils en ont deux, hein, mais quand on additionne tout ça, c'est autour de entre 5 et 10 milliards d'euros de valeur, avec à peu près, je crois, entre 2 et 5 millions de joueurs. Donc c'est devenu très très gros, et effectivement, les studios de jeux vidéo traditionnels ont répondu à ça. Le premier en fait à répondre, ça a été Ubisoft, donc un studio français, qui a décidé de lancer une série de biens digitaux qu'ils vont donner au départ gratuitement à leurs joueurs pour expérimenter avec ça et voir s'ils peuvent aussi innover en créant des modèles plus décentralisés. Ça reste à voir. Est-ce que c'est transférable à d'autres secteurs, d'autres activités? Alors oui, on le voit aujourd'hui dans la finance. On le voit, on en a parlé un peu dans l'art digital. Dans le secteur de l'agriculture, il y a des initiatives intéressantes. Il y a une plateforme aux Pays-Bas qui utilise une crypto-monnaie, une blockchain, pour relier entre eux des producteurs. Et l'idée, c'est d'empêcher que les données qui sont créées, générées par les agriculteurs, en fait, soient captées par une entreprise comme John Deere qui leur vend les équipements, qui leur vend les tracteurs. Aujourd'hui, John Deere, sur leurs tracteurs, ils mettent plein de capteurs de données avec un réseau Wi-Fi connecté à des satellites. Et dès qu'un agriculteur utilise un tracteur John Deere, en fait, toutes les données sont envoyées à John Deere, qui ensuite utilise de l'intelligence artificielle pour les analyser, créer des prédictions, et ensuite ils revendent ces prédictions-là aux agriculteurs. Donc les agriculteurs payent deux fois. Ils payent le tracteur, ils payent la licence pour l'utiliser tous les mois, et puis ensuite aussi ils payent les conseils que John Deere va leur prodiguer à partir de leurs données. Donc la plateforme décentralisée, qui est un peu alternative à ce modèle-là, elle consiste à autoriser les agriculteurs à partager leurs données de pair à pair dans une plateforme. Et plus vous donnez de données qui sont anonymisées, plus vous êtes payé en crypto-monnaie par les agriculteurs qui, eux, veulent les utiliser. Et donc, on crée une plateforme d'échange qui n'implique pas d'entreprise multinationale et qui permet une utilisation plus proche des producteurs des données et qui leur permet de garder la valeur entre eux et de la redistribuer entre eux, la valeur créée par les données. C'est quoi le nom? Je te redirai ça. Ouais. Super. On voit bien. Merci. Ouais. Si on prend l'exemple que vous avez donné avec Axie Infinity, par exemple, qui part sur un système de base où on accorde de la valeur en fonction du temps qu'on passe sur la plateforme, Ouais. mais sur un système qui est à peu près juste à la base, dans le sens où n'importe qui peut investir le temps qu'il dispose pour produire de la valeur. Après, si on introduit ensuite une forme d'échange avec de la monnaie actuelle qu'on peut un peu dans le jeu, est-ce qu'on n'a pas tendance à reproduire du coup les inégalités qu'il y a dans le monde actuel dans le métavers? Absolument. Et Axie Infinity, c'est un modèle qui montre très bien ça. C'est-à-dire qu'on peut, en jouant un tout petit peu, 1 ou 2 heures, on peut gagner 1 ou 2 euros. Okay. Bon, ça, c'était il y a quelques semaines quand la valeur de Axie Infinity était en train de plafonner. Mais disons qu'un joueur qui passe à peu près 35 heures par semaine, donc comme un temps plein, peut gagner à peu près quelques centaines d'euros. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des joueurs à temps plein sur Axie Infinity sont des gens qui vivent dans des pays en voie de développement. Et qui, pour eux, en fait, cette somme qu'on peut gagner, elle ne dépend pas de l'endroit où on vit. Et donc, clairement, c'est beaucoup plus attrayant pour des gens qui n'ont pas vraiment d'alternative en termes d'emploi ou qui vont être dans des emplois qui vont être payés près du seuil de pauvreté, de devenir joueur à temps plein, que ça peut l'être pour des gens qui vivent dans des pays riches, des pays occidentaux, où le jeu vidéo, ça reste pour beaucoup de gens un divertissement. Et donc ce qu'on voit pour Axie Infinity, c'est que la plus grosse communauté de joueurs se situe en Indonésie, et que c'est un pays dans lequel, en fait, la plupart des joueurs ont quitté un emploi pour jouer à Axie Infinity parce qu'ils gagnaient plus d'argent en jouant à un jeu vidéo que dans leur emploi traditionnel qui était extrêmement mal payé. Et donc, on voit directement des disparités énormes et les conséquences qu'une communauté comme ça peut avoir sur le marché de l'emploi au niveau mondial.
Alors, Axie Infinity, les gens qui trouvent ce modèle intéressant disent en fait, c'est super, on est en train d'aider des gens qui étaient très pauvres à être un peu moins pauvres. On pourrait aussi se dire qu'effectivement, ce jeu-là exacerbe des inégalités et transforme des travailleurs dans un pays en voie de développement en joueurs, et que peut-être l'utilité sociale à long terme, mais l'utilité sociale à long terme pour le développement du pays n'est pas très bonne, et que du coup, ça pourrait avoir un effet vraiment néfaste sur le développement d'un pays. Donc, voilà, c'est un peu les deux visions qui s'entrechoquent. Je vous laisse décider ce qui vous résonne le plus avec vous, mais c'est vrai que ça pose des questions à ce niveau-là. Oui ? On entend beaucoup parler de NFT, du terme NFT autour de moi dernièrement. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ouais. Alors, là, on est en train de faire circuler des Litecoin dans la salle. Donc, c'est une unité d'information, puis aussi une unité de valeur. Chaque transaction Litecoin, elle est enregistrée dans la blockchain. Donc, si vous en avez reçu pour la première fois, si vous allez cliquer sur la transaction, vous allez voir une petite annonce qui vous dit « Voir cette transaction dans la blockchain » ou dans un blockchain explorer. Si vous appuyez là-dessus, vous allez arriver sur un site internet public qui, en fait, constitue un registre permanent de toutes les transactions qui auront eu lieu sur le réseau décentralisé Litecoin et qui vont rester enregistrées pour toujours. Donc vous pouvez vérifier dans 10 ans qu'à telle heure aujourd'hui, telle clé publique a envoyé tant de Litecoin à telle autre clé publique. Ça ne bougera jamais. Donc ça peut potentiellement établir un lien de propriété, d'un transfert de propriété entre deux clés publiques. Maintenant, imaginez que le petit fichier, le petit nombre d'informations qu'on s'est envoyé, qui a été enregistré dans la blockchain, contient aussi une image, un fichier son ou une vidéo. Ben, c'est ça un NFT. C'est de la crypto-monnaie qui est attachée à un fichier qui contient une représentation visuelle, auditive, parfois artistique si c'est bien fait. Le plus souvent, c'est plus proche d'un mème Internet. C'est une petite image un peu ridicule, et sur laquelle il y a eu beaucoup de spéculations, mais qui néanmoins ouvre un nouveau chemin pour des gens qui font de la création digitale, puisqu'ils peuvent, de manière beaucoup plus simple qu'avant, vendre des œuvres digitales de pair à pair et être payés en même temps, sans avoir nécessairement besoin de passer par des intermédiaires, que peuvent être des galeries d'art ou des bourses d'échange ou des choses comme ça. Donc c'est ça le modèle NFT qui est en train de se diffuser et qui crée aussi la possibilité de rajouter du code et de rendre des œuvres digitales programmables. Donc de les faire évoluer en fonction de certains événements à partir du code informatique qui a été inclus avec une image, avec un fichier audio, avec une vidéo, et qui peut faire que ce fichier-là, en fait, ne va pas forcément vous montrer la même chose à chaque fois que vous l'ouvrez. Mais vraiment, c'est très proche de ce qu'on est en train de faire, sauf que là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas de vidéo qui sont attachés au petit fichier qu'on est en train de se faire passer. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui attendent désespérément de pouvoir essayer Litecoin et ça ne vient pas vers chez vous? Non, c'est bon. Bon, bah écoutez, il est 18h pile, donc je crois que c'est un bon moment pour se dire au revoir. Merci d'être venu. Je vais rester 2-3 minutes ici, hein, si vous voulez venir poser une question ou discuter ou quoi que ce soit, vous pouvez. Je ne vais pas m'enfuir. Et en tout cas, merci, bonne fin de soirée, et puis joyeuse fin de partiel pour certains d'entre vous, et puis joyeuse fête après ça.